Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette conférence qui s'intitule L'illusoire neutralité du savant. Alors, à mes côtés, nous avons donc, je vous présente Joëlle Sauvage, illustratrice et artiste plasticienne, autrice des Faits scientifiques chez Cambourakis. Vous avez aussi des études universitaires en écologie et en éthologie. Exactement. Jean Krug, qui est écrivain, auteur des Champs des glaces et de Cité d'Ivoire aux éditions critiques, et qui est aussi glaciologue. Bonjour. Et Annette Hugues, auteur du Grand Enfouissement et de Révolution aux confins, aux éditions Zoé, traduit par Camille Duchère. Oui, merci, bonjour. Donc, alors, l'illusoire neutralité du savant. D'abord, la première question que je vais vous poser, c'est, à votre avis, pourquoi le terme illusoire? Qu'est-ce que ça vous inspire que l'illusion de cette neutralité? Parce qu'on parle de la neutralité, mais là, on parle de l'illusion. Qu'est-ce que ça vous inspire en premier lieu, s'il vous plaît? Je vous en prie. Déjà, ça m'inspire le fait qu'on voudrait que la science soit neutre et complètement objective, et un peu qui surplomberait les choses et les analyserait de manière froide et rationnelle. Et donc c'est plutôt un fantasme et une envie de neutralité qui ne peut pas être vraiment atteinte vu que nous sommes des humains. Voilà, ça m'inspire ça. Jean? Ouais, je partage tout à fait ça. Pour moi, la thématique de cette table ronde, elle est, on sait presque à l'avance un petit peu de quoi on va parler, mais c'est très intéressant. Et effectivement, c'est drôle d'avoir pris le parti d'appeler l'illusoire neutralité du savant, alors que c'est vrai qu'à la base, on pourrait parler de la neutralité du savant. Donc, et ça montre même que, même dans le titre de la table ronde, on n'est pas neutre. Une petite, voilà. Oui, parce que dans ce livre, il s'agit des déchets nucléaires et j'avais une discussion avec Matthias Braun, qui est le directeur de l'agence en Suisse qui est responsable pour enfouir les déchets nucléaires. Et lui, il faisait une différenciation entre lui, le scientifique, qui n'a pas peur de la radioactivité et qui parle aux gens, mais qui comprend qu'il y a des gens qui ont peur. Alors, sa tâche était d'expliquer bien pour que les autres n'aient pas peur. Et moi, j'ai réalisé que j'ai peur d'une personne qui n'a pas peur ou qui n'assume pas les possibles risques. Mais en même temps, je tiens à l'idée de factualité, d'aller au dehors de mes clichés, de chercher quelque chose comme l'objectivité. Mais c'est peut-être je dois en même temps être très critique de chaque posture d'objectivité, je crois. Et alors justement, on parle de l'objectivité du savant, mais avant de parler du savant, on peut parler des sciences un petit peu. Est-ce qu'il y a une objectivité scientifique au-delà du savant lui-même, entre par exemple des sciences qu'on appelle dures, qui sont les mathématiques, la physique, et des sciences humaines? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie différence déjà d'objectivité sur ces deux sciences-là, deux types de sciences? Pour moi, qui vient plutôt des sciences du vivant, je trouve qu'il on parle d'objectivité plutôt pour ces sciences-là et les sciences dures, plus que pour les sciences humaines, mais qu'au fond, non, je trouve pas qu'elles seraient plus objectives, toujours parce qu'on est le fruit d'une autre culture et que même le choix des sujets, forcément, sont choisis par quelqu'un d'humain, toujours. Et donc, même dans ces sciences-là, ça devrait être interrogé, cette objectivité. Et ça commence un tout petit peu, peut-être. Mais c'est pas vraiment exprimé dans les articles ou je ne sais quoi. Alors que dans les sciences humaines, ça commence vraiment, on commence à analyser sa position, son point de vue situé, pour pouvoir expliciter en fait, sa posture. Il y a des efforts qui sont faits, mais dans les sciences du vivant, j'ai pas l'impression que ça prend encore trop. Mais ça pourrait, ça serait bien. Ouais, alors il y a effectivement la question de la méthode scientifique qui est dans tous les cas une recherche de neutralité, de neutralité
la meilleure qui soit. Mais moi, ça me fait penser à... En fait, en préparant cette table ronde, j'ai relu un petit morceau du Gai Savoir de Nietzsche. Alors, je pose les choses avec Nietzsche directement. Voilà. Mais il y a un aphorisme qui s'appelle « En quoi nous sommes, nous aussi, encore pieux ». Et il parle justement du rapport à la science, et il dit l'idée de la science, c'est du coup de réduire nos convictions au début à la plus simple hypothèse, la plus petite hypothèse qui soit, pour se dégager de toute subjectivité, et d'avoir un travail vraiment neutre. Et en fait, dans tous les cas, on ne peut pas se dégager de même cette petite hypothèse, elle nous trahit en tant qu'humain, avec nos biais, avec nos pensées, et que du coup, en fait, à partir de là, même en voulant appliquer la meilleure méthode scientifique derrière, on démarre avec un biais. Et alors, lui, il va plus loin. Après, il dit que, par exemple, si on prend l'exemple d'un fils de greffier, il travaillera comme un greffier, un fils de notaire travaillera comme un notaire. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment cette recherche. Et moi, tous les scientifiques, dans mon parcours en glaciologie et après en recherche, tous les scientifiques que j'ai croisés, on sent qu'il y a c'est lourd en fait le système de scientifique quand on voit comment on écrit un article scientifique. Alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec cette procédure, mais on a souvent ce qu'on appelle une vérification par les pairs. Donc on va écrire notre article scientifique qui ensuite va être soumis à un journal. L'éditeur va le faire lire par d'autres scientifiques qui vont donner leur avis, et ainsi de suite. Et tout ça, l'idée c'est de vérifier un petit peu la qualité du travail. Mais malgré tout... ce qui nous pousse à travailler sur un domaine scientifique, c'est aussi cette conviction quelque part qu'on a sur ce sujet-là, quoi. Et donc dès le début, on est complètement biaisé, quoi. Oui, peut-être je peux reprendre là, parce que je crois que c'est ce qui est un peu trompeuse dans le titre de cette table ronde, la neutralité du savant. Et je crois qu'on est passé vraiment dans un temps où on ne croit pas... Le savant est jamais un singulier. C'est toujours la communauté des scientifiques. Comme tu décris ce processus, c'est ce qui est toujours, par exemple, dans les discours du climat, quand on dit « Ah, mais c'est contesté ». Oui, bien sûr, toujours. Mais et on dit que c'est contesté quand il y a 2 ou 3 voix qui sont contre. Mais c'est la nature aujourd'hui de la science que tout soit contesté, mais il faut le discuter, il faut faire des expériences et arriver à un consensus au présent, qui n'est pas une certaineté absolue. Est-ce qu'on me comprend? Je ne sais pas. Oui, alors je crois, pour moi ici, c'était très important de penser le savoir en collectif. Et pour moi aussi, le savoir dans une conversation des différents savoirs. Et pas seulement des savoirs universitaires, mais des savoirs pratiques. Et y entre l'importance de la langue littéraire, langue du quotidien. Est-ce qu'on arrive encore à avoir une conversation entre des systèmes de savoir différents? Ça, c'est un grand défi, mais un défi très, très important pour une démocratie. Nous avons vu avec le Covid, justement, des problèmes de différentes opinions, justement, sur la science. Justement, est-ce que la science est-ce que, justement, l'objectivité du savant ne doit pas être aussi là? C'est-à-dire que la neutralité, certes, mais est-ce un but à atteindre quand certains scientifiques, justement, se passent de l'évaluation par leur pairs, pour prendre l'exemple d'un célèbre chercheur marseillais dont voilà, autant parler des francs au milieu de la pièce tout de suite. Voilà. Est-ce que, justement, il n'y a quand même pas une recherche d'objectivité dessus, malgré tout ça, malgré tous les biais qu'on a, est-ce que c'est pas une recherche à avoir, est-ce que c'est pas un but à atteindre? Si, moi je pense qu'il faut aller au plus près de ce but, oui, de l'objectivité, mais sans oublier qu'il il reste inatteignable totalement.
Mais essayer au maximum, oui, d'être objectif, c'est quand même, ça reste un but. Mais il faut en effet s'auto-analyser pourquoi on fait ça, se faire en effet vérifier par ses pairs ses études et confirmer quand même qu'on n'est pas dans une sorte de fantasme en croyant bien faire, en croyant être au plus près de l'objectivité. Soi-même, peut-être qu'on se fourvoie aussi. Donc. Mais approcher au maximum, je pense que c'est très important. Ça reste un but. Oui, pour moi, c'est exactement ce temps du Covid, certainement dans les régions germanophones où il y avait une très forte contestation de tout faits médicaux sur le Covid. Et aussi dans des couches qui me sont assez proches, des couches féministes, par exemple. Parce qu'il y a une histoire très longue de critique de la médecine où il y a un très, très fort biais contre le corps féminin. Le corps féminin, alors il y a une vraie... c'est très important d'avoir cette critique de la science, mais c'était comme une déviation, une déraison de cette critique à opposer tout savoir médical et s'opposer frontalement contre toute mesure de Covid. Et ça, c'est intéressant, on pourrait dire, comment arriver à cette conversation pas rationnelle peut-être, ou pas seulement rationnelle, mais une conversation qui fait du sens sur ces choses. Oui. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, à un moment tu parlais du climat, mais là, c'est la même chose pour la question médicale. C'est que en fait, cette neutralité du savant, elle peut toujours être remise en cause, et en fait, peut-être qu'il faut qu'elle soit remise en cause, mais elle peut aussi provenir de la multiplication des études indépendantes. Et c'est le cas, donc, comme je le disais, pour le domaine de la santé, mais pour le climat aussi. Quand on prend par exemple les travaux du GIEC, en fait, on a quand même tous ces rapports du GIEC, c'est du dernier exercice, c'est au total quasiment 70 000 articles scientifiques qui ont été mis en commun, qui ont été réalisés par des scientifiques de plein de pays différents, avec des méthodes indépendantes. Et en fait, même si derrière on peut imaginer que les scientifiques à titre personnel aient leur propre biais, et ben en fait par cet amas de connaissances de sources diverses, on peut un peu effacer ces biais et venir vers quelque chose qui tient en tout cas une certaine neutralité scientifique. Mais pourquoi, à votre avis, on attend plus du scientifique une neutralité qu'un artiste, que finalement un citoyen lambda? Personne n'est objectif au final dans la vie. On a tous nos biais, etc. Pourquoi est-ce qu'on devrait attendre du scientifique qu'il le soit plus que les autres? Non, moi je crois qu'il y avait une forte discussion de l'indépendance des sciences, et ça joue sur le plan financier, par exemple, dans les universités qui financent les recherches, qui définit les objectifs, les questions de la recherche, et avec les mouvements de privatisation d'une partie de la recherche, là, il y avait une forte discussion de l'indépendance, et je crois que c'est très important. Et par exemple, dans le champ du nucléaire, où je me suis lancée avec ce roman, ça pour moi était une grande question, parce que dans le nucléaire spécialement, qui est une industrie très forte, et presque chacun qui étudie la physique nucléaire travaille dans cette industrie, c'est très très difficile de garder ou de développer un savoir indépendant de l'industrie. Ah non, je sais plus.
Bah justement, c'était l'autre point à aborder, l'objectivité ou la neutralité, ou l'illusoire neutralité du savant. Aujourd'hui, dans un monde où la recherche est financée principalement par le privé, est-ce que aujourd'hui on peut avoir, enfin, j'avais une table ronde hier sur le savant fou, etc., qui finalement a tourné autour de ça. C'est est-ce qu'aujourd'hui le scientifique peut vraiment être indépendant, sachant que l'argent vient principalement d'entrepreneurs qui n'ont, eux, rien d'objectif du tout. Et voilà, comment ça se passe dans la recherche, à votre avis? Comment est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'un scientifique peut rester aujourd'hui neutre avec ces pressions financières? Moi, j'ai une anecdote à ce sujet, parce que du coup, je suis revenu récemment voir mes anciens collègues du laboratoire de glaciologie à Grenoble, et il y a de moins en moins d'argent public pour la recherche, notamment en glaciologie, mais c'est le cas pour plein d'autres domaines. Et du coup, mon ancien directeur de thèse, qui est directeur du labo, me disait qu'ils ont été approchés il y a maintenant 2-3 ans, notamment par le groupe Ponant, et donc qui organise des croisières en Antarctique. Et ce groupe-là propose... en fait, maintenant, ce groupe-là propose à des scientifiques d'embarquer sur leur navire, mais vraiment pour faire de la recherche scientifique. Et puis, il y a des discussions on vous emmène en Antarctique parce qu'on a des bateaux, parce que pour nous, c'est facile. Et puis, vous faites de la communication auprès de nos passagers. Enfin, et c'est très compliqué. Et en fait, ça, c'est un sujet qui est hyper clivant dans les labos. Parce que justement, on se pose la question de la neutralité de la science. Et la question, en fait, elle est pas vite répondue. Mais parce qu'en fait, il y en a vraiment, par exemple, la moitié qui se disent non, il faut qu'on conserve notre neutralité et notre indépendance, et donc faut refuser ça. Et puis il y en a plein d'autres, la moitié qui disent à peu près, ouais, mais bon, à un moment, on n'a plus les moyens de faire notre recherche. Eux, ils sont là. Est-ce qu'on fait appel à leurs moyens en essayant de faire au mieux quand même derrière? Et ça fait longtemps, avant que ce soit les compagnies de croisière. Moi, je sais qu'au labo de Glacio, j'avais une collègue qui faisait une thèse sur la fracturation de la banquise qui était financée par Total. Donc, on se doutait un peu des finalités, quoi. Mais au moins, il y avait une thèse disponible pour un chercheur et pour un étudiant, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment très difficile de répondre à cette question, et je pense que ça dépend beaucoup des sensibilités de chacun. Concernant ça, moi, sur les intérêts derrière, donc des grandes entreprises derrière la recherche, pareil, ça pose beaucoup de questions, je trouve. Et après, il y a aussi dans l'autre sens le fait d'être pas neutre, même politiquement. Est-ce que ça peut poser question? Par exemple, Jane Goodall, dans mon livre, qui a étudié les chimpanzés en Tanzanie pendant des décennies, au final, ces sujets de recherche ont une influence sur sa neutralité. Maintenant, elle est hyper engagée politiquement, elle est toujours en voyage à travers le monde pour la cause des animaux sauvages et de leur forêt. Donc c'est aussi quelque chose de plus positif, on va dire. Mais elle assume plutôt sa non-neutralité, on va dire, politique, pour le coup. Et ça peut être donc l'autre versant, en fait, qui est plus sympathique, quoi, de la non-neutralité. Mais tu peux avoir une neutralité scientifique et de méthode qui t'amène après à une non-neutralité politique, tout simplement parce qu'en fait, objectivement, tes résultats de recherche, ils t'amènent à conclure quelque chose qui est complètement en désaccord avec une politique. C'était drôle parce qu'en préparant un peu cette table ronde, moi en ce moment j'étais en train de lire le rapport 2022 du Haut Conseil pour le climat, et je relisais les trucs, et en fait je listais un petit peu des espèces d'aberrations, mais à chaque paragraphe on trouve des trucs qui sont dans les choux, quoi. Je veux dire, on est là sur la filière bois, les résultats sont encore nettement insuffisants, les efforts ne sont pas suffisants, il faut améliorer la réduction des émissions, il faut fortement améliorer les réductions des émissions. Et en fait, le constat scientifique, il est neutre. Il est en tout cas neutre une fois qu'on a passé tous ces petits biais personnels dont on parlait tout à l'heure. À grande échelle, il y a une neutralité qui est là. Mais le fait est que derrière, on a des politiques qui ne suivent pas
ces constats-là, et que du coup, pour moi, c'est pas un défaut de neutralité que de dire aux politiques, là, vous déconnez. Parce qu'en fait, on sait que derrière, comment fonctionne notre méthode scientifique et qu'elle est fiable. Et du coup, je pense qu'on a toute légitimité aussi à faire ce genre de retour ensuite, quoi. Et je dis ça notamment suite à la sortie de Valérie Masson-Delmotte d'il y a 3 jours, où elle a publié une série de tweets où elle prend officiellement cause pour l'association qui menace d'être dissoute, Soulèvement de la Terre. Soulèvement de la Terre, ouais, par rapport aux méga-bassines et à ces événements-là. Et alors elle a pris la précaution tout de même de dire je parle en tant que scientifique et citoyenne et non pas en tant que coprésidente du GIEC, mais elle parle quand même en tant que scientifique. Donc pour moi c'est important ça. Scientifiques s'engager comme ça, c'est l'urgence climatique entre autres choses et les extinctions de masse qui font qu'ils sont forcés de réagir en fait et de se montrer sur la scène politique. Enfin pas tous, mais il y en a qui ont ce courage et qui commencent. Ça fait plaisir de voir ça quand même. Oui, mais je voudrais entrer quand tu dis ces petits billets personnels qui sont un très grand thème pour moi et je ne les vois pas comme petits et pas seulement comme négatifs. Et peut-être je partage l'expérience de ce festival qui est dans arrive à sa fin et c'était très émouvant pour moi d'être ici. Et avant, j'ai acheté un livre que j'ai évité, ce genre de livre de Laurent Testo, qui est un peu une somme qui met tous les défis, un peu comme le rapport que tu viens de citer. Et ça m'a fait tellement peur. Et ça me coupe le souffle. Parce que moi, de base, je suis un peu optimiste quand même. Et je sais, si je commence à lire des livres comme ça, je ne sais pas quoi faire. Et ça arrive à cette... comment est-ce que peut... et je crois que pour moi, la littérature, c'est quand même la recherche des personnages qui sont très complètes, qui ont des émotions, des histoires, des personnalités, des erreurs, ces complications très individuelles. Et même s'ils sont des scientifiques, et comment est-ce qu'on peut lier le savoir rationnel, les données scientifiques, avec une émotionnalité, sa personnalité qui peut agir. Les personnages de mon roman, ils se trouvent entre panique et paralyse un peu, entre activisme et paralyse, et comment y sortir, comment trouver un quotidien pour absorber cette peur, cette panique et être capable de faire les pas nécessaires pour sortir de cette merde. Oui. Justement, en littérature, vous utilisez le terme vous imaginez la création littéraire, quelle qu'elle soit, que ce soit en bande dessinée ou en roman, pour exprimer ses doutes. Si vous n'avez pas lu, je vous conseille d'ailleurs de lire une histoire qui s'appelle d'Ursula Le Guin, qui s'appelle Le nom du monde des forêts, qui était une des premières, en fait, où justement, un anthropologue qui est là pour observer des primates dans une forêt sur nos planètes, et là pour, logiquement, et missionné par l'exploitation forestière pour dire à quel point ce sont des animaux et pas autre chose. Et au fur et à mesure, elle va apprendre là. Est-ce que c'est aussi pour vous un engagement, justement, en écrivant ces livres? Est-ce que dans vos romans, vous mettez vos engagements de scientifiques et donc de citoyens? Ah oui, complètement. Et comme je suis pas vraiment scientifique, j'ai un parcours universitaire, d'études. J'ai fait des études à l'université, mais j'ai pas ensuite fait de thèse, j'ai pas été dans le milieu scientifique professionnel, mais donc je peux me permettre aussi plus de choses, et dans la créativité, dans la création littéraire justement. Mais du coup là, j'ai complètement proposer un nouveau récit, c'était mon but, quelque chose de positif qui pourrait, parce que je trouve qu'en effet on est tétanisé
par rapport au constat et à tout ce qu'on devrait faire pour changer les choses. Et j'avais envie de proposer non pas quelque chose de dystopique et de pareil, paralysant et très stressant, mais plutôt faire partie de ces personnes qui proposent des nouvelles histoires possibles, des futurs enviables. Après, c'est pas très réaliste mon livre, mais pour l'évolution de mon personnage, de mon héroïne, Zoa, j'essaye de donner un peu d'espoir pour une évolution plutôt philosophique de l'être humain, une reconnexion avec le reste du monde vivant. Donc oui, je suis pas du tout neutre et je mets en scène 5 femmes scientifiques qui ont vraiment existé, qui ont chacune eu un parcours. C'est pas qu'ils étaient pas neutres, elles ont une super méthodologie scientifique, très carrée, elles sont très respectées et reconnues. Mais à côté de ça, ont été engagées pour la plupart, où on fait leurs recherches à leur façon, sans se dire est-ce que j'ai l'air de ça, de ci. Plus elles rencontraient en fait leurs sujets d'observation, plus elles étaient en contact direct avec, plus elles les connaissaient. Et au lieu de s'arrêter à ça et de se dire non, je suis séparée de mon sujet, plus elles participaient en fait presque à l'étude et voire en symbiose avec ces animaux, ces plantes. Et donc pas du tout neutre. Enfin, moi, je trouve qu'au fond, ça a quand même fait évoluer les mentalités, donc par là même, c'est pas vraiment neutre, entre guillemets. Moi, c'est un peu pareil sur le... c'est-à-dire que la Cité d'Ivoire, ça se voulait aussi un roman qui soit réaliste, enfin, qui soit réaliste par rapport aux prospectives scientifiques sur le réchauffement climatique et toutes ces questions-là. Mais en fait, ce qu'il y a aussi dans ces rapports scientifiques, c'est que il y a des solutions, que les solutions on les a et que elles sont bien ciblées, elles sont clairement établies, elles sont sur repenser notre mode de société, repenser les flux financiers, aller vers plus de sobriété. Enfin, les mots sont clairement balancés. Hein. Et même, on parle aussi de géo-ingénierie, effectivement, et certains s'appuient beaucoup et uniquement là-dessus, et c'est évidemment une mauvaise idée de cibler uniquement ça. Mais il y a toutes ces solutions, et du coup, c'est pas être non plus dans une utopie qui serait naïve que de mettre en avant une reconnexion un petit peu, ou une recomposition du monde, pour reprendre un peu les propos de Descola, et au contraire, c'est juste être complètement, je pense, dans la réalité et dans les possibilités qu'on a. Donc, Retour plutôt à la vraie réalité. Ouais, complètement. Et du coup, c'est assez drôle parce que on peut aussi penser que l'objectif du savant, c'est de trouver la vérité, en fait. Et du coup, c'est marrant que tu réutilises ce mot-là, quoi. Moi, je ne vois pas mon écriture comme activiste politique, pas du tout. Et ça faire parce que je suis assez active politiquement. Alors, je me dis, si je veux faire quelque chose politiquement, je fais de la politique. Et la littérature, pour moi, c'est vraiment un champ de réflexion de la politique aussi. Parce que bon, dans ma vie, j'étais par exemple employée par un syndicat. J'aime bien, j'ai très bien aimé ce travail. J'ai beaucoup appris sur des institutions, sur comment ça va dans la politique. Mais il y avait toujours cette tendance de développer une langue de bois, même pour les objectifs bien, même pour les choses que j'aime bien. Et il y a toujours le défi de sortir de cette langue de bois politique et de ces mantras qu'on répète tout le temps. Et pour moi, la littérature, c'est vraiment le champ aussi d'indépendance, même l'indépendance des mouvements que j'aime bien. Je ne peux pas être la porte-parole de quelque chose où je me méfie de la position de l'intellectuel qui résout les problèmes et donne des propos aux autres. Je crois que les solutions doivent être trouvées dans des collectivités.
J'ai vécu ça, qu'on est plus intelligente ensemble que seule. Et je crois fortement en ça. Alors, mais la littérature nous permet d'approfondir notre langue, notre pensée, et rentrer aux collectivités plus intelligentes qu'avant. C'est ça que j'espère. La science a aujourd'hui un souci, en effet, d'objectivité d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire qu'on a aussi aujourd'hui toute une partie des mouvements réactionnaires d'extrême droite qui peuvent se servir en fait de ça. Est-ce que finalement, c'est pas ça aussi le malheur de la non-objectivité de la science, c'est d'être repris par... enfin, on a vu Trump, par exemple, sortir et être cru. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un problème d'éducation scientifique aussi? Ouais. Il y avait un scientifique, je ne sais plus qui disait que en parlant du climat ou d'autres histoires, on met 10 secondes à proférer une connerie et 10 minutes à expliquer pourquoi c'est une connerie. Et en fait, leur jeu, il est là, quoi. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive dans mon boulot de discuter avec des climato-sceptiques, et c'est vain. Enfin, c'est terrible parce que on va parler d'un point de détail qui est complètement sorti du contexte. Mais en fait, pour replonger cette situation dans le contexte, c'est hyper compliqué parce qu'il faut aller chercher la source, il faut ensuite aller vérifier la qualité de cette source et puis voir comment elle s'inscrit, est-ce qu'elle est soutenue par d'autres informations ou non. Et c'est un travail de titan. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres solutions à part éduquer dans le sens le plus positif du terme, quoi, d'informer, que tout le monde s'informe le plus possible sur des rapports, des rapports qui font clairement consensus. Et pour moi, c'est le rôle énorme des médias d'aider la science et en tout cas les communautés scientifiques à faire valoir leurs informations. Je veux dire, on va parler du professeur Raoult, on va parler du président Trump, et finalement on en parle autant que du rapport du GIEC. Et on va parler du transfert de Messi la semaine où il y a la sortie du rapport du GIEC. Bon, on se dit moi je me dis qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais que plus on diffuse ces informations scientifiques qui peuvent être diffusées de manière vulgarisée, parce qu'en fait, si on veut chercher les preuves, on sait qu'elles sont dans ce rapport et tout est bien précis. Mais à partir du moment où la population s'empare un peu plus aussi de ses connaissances, et c'est le cas de plus en plus, notamment dans les mouvements les plus jeunes qui s'emparent vraiment de ces sujets-là, et ben à partir de là, les arguments opposés, très orientés, ils tiennent plus. Parce que derrière, on sait très bien, ok, c'est des conneries, quoi. Mais ça prend du temps et ça demande un effort de toute la société, quoi. Il y a aussi un besoin, je trouve, d'éducation à l'esprit critique qu'on n'a pas forcément, qu'on pourrait avoir à l'école de manière obligatoire. Ça serait pas mal, à l'ère des médias qui sont orientés, mais pas dans le bon sens, je trouve. Et oui, l'esprit critique, ça permettrait à tous d'avoir des clés, enfin des outils en fait pour faire face à toutes ces informations et voir lesquelles pourraient sembler erronées, comment vérifier des infos, des sources, comment se poser la complexité du monde en fait au lieu d'amalgamer et de digérer des infos variables qui sont utilisées, donc des faits scientifiques tout autant que d'autres choses beaucoup moins scientifiques. Je pense que ça serait important d'avoir plus d'esprit critique. Ouais. Oui, je ne sais pas quoi. Oui, non. Dans cette genre des déchets nucléaires, il y a l'idée de former un clergé atomique. C'était un scientifique, un sémiologue, Thomas Sibioc, qui l'a mentionné dans un rapport pour le gouvernement américain. Et dans sa version, il y avait le clergé atomique qui avait le savoir pur. Et alors, il faudrait développer une sorte de culte religieux pour le peuple, pour les idiots, quoi, pour qu'il y ait peur des déchets.
Et ça, l'ordre que j'ai inventé s'oppose tout à fait à cette idée des deux savoirs. Et ça, c'est l'idée que ça serait possible d'avoir une école populaire, une école d'État qui est capable que chaque individu comprend, par exemple, un peu ce qui est l'univers des probabilités. Un univers où il n'y a pas de cause et effet étroits. Mais ce qu'on a vu avec le Covid, par exemple, qu'est-ce qu'on fait que c'est plus probable que ça passe quand tout le monde fait une certaine chose, mais c'est pas que moi personnellement me protège. Ou avec le nucléaire, la probabilité, ça veut dire qu'on ne peut pas dire cet cancer vient de radiation, mais il y a un niveau élevé de cancer. Et des choses comme ça qui sont un peu abstraites, mais c'est possible, je crois, que l'école peut arriver à un état où tout le monde a appris ça. Mais c'est pas spectaculaire. On peut dire, comme disait Aline, j'aime bien, que les faits sont têtus, même en science. Est-ce que du coup, c'est pas là-dessus qu'il faut s'appuyer, uniquement sur des faits scientifiques, et que ceux-là sont objectifs, finalement, sont neutres? Non. Bah, si, dans l'absolu, je suis tout à fait d'accord. En pratique, comment on met ça en place, quoi. Je trouve que c'est très inspirant, mais c'est super compliqué. Oui, il y a quand même la question des priorités. Il y a des questions de comment est-ce qu'on veut vivre ensemble. Ça, on ne peut pas déléguer à des faits objectifs. Il y a des questions de choix. Il y a des questions d'éthique. Il y a des questions où c'est important d'avoir des discussions et de ne pas reléguer cette décision à une intelligence artificielle. On pourrait dire, oui, une intelligence artificielle qui est nourrie des faits scientifiques, et alors cette intelligence fait les décisions. Ça je ne trouve pas très sympa. Oui. Tu parles d'une neutralité des décisions à partir de la neutralité des faits scientifiques. Aujourd'hui, justement, la plupart des on l'a vu, que ce soit dans le nucléaire, je parle même pas en médecine, que je connais un petit peu plus, où ce sont des laboratoires qui décident telle ou telle maladie s'est soignée. Quelle serait pour vous la solution pour que justement la société se réempare en fait de la science pour retrouver cette neutralité, en tout cas le maximum, et pour l'enlever des lobbies? Est-ce que pour vous il y a quelque chose à faire? Face au lobby, en fait, il faudrait des engagements de l'État, quoi. Enfin, il faudrait simplement qu'à un moment, les responsables politiques prennent leur courage et puis disent ouais, on va arrêter de financer les recherches liées au développement des énergies fossiles, et on va arrêter de développer les recherches liées à la commercialisation de certains médicaments hyper chers et qui ne seront pas remboursés. Mais pour moi, c'est juste une question de courage politique, et je pense qu'en l'état, les gens qui sont aux commandes n'ont pas ce courage, ou n'ont juste même pas cette volonté, en fait. Parce que je me dis que le courage, ça se trouve, quoi. Mais je pense juste que, à mon avis, sur certains trucs, ils s'en foutent. Mais ouais, et du coup, ça me fait penser simplement ça revient sur la question de la neutralité et de l'origine même des financements. Les financements pour la recherche publique, hein, je parle même pas des financements privés, mais même comment sont choisis les financements publics.
de la recherche, entre, je sais pas, la recherche sur les IA, de la recherche sur l'automobile, de la recherche sur le changement climatique ou sur la santé. En fait, rien que ça va forcément déjà dicter une direction des recherches et donc qu'on prend au niveau national, quoi. Si les labos n'ont pas d'argent pour travailler sur le changement climatique, mais ils ont du pognon pour travailler sur l'intelligence artificielle, eh ben, on va forcément orienter notre travail là-dessus. Et c'est une des questions qui se pose aussi avec le climat, parce que là, en ce moment, il y en a plein qui disent on va trouver une solution avec la géo-ingénierie, avec les techniques de capture de carbone et tout ça. Et en fait, c'est complètement débile, parce que c'est pas un truc qui est nié par le GIEC. Au contraire, ils disent que la solution, elle passe aussi par ça. Mais en l'occurrence, pour l'instant, elles ne fonctionnent pas, ces solutions. Il faut certes investir de la recherche dessus, mais ce n'est pas un objectif avant. Enfin, on n'attend pas des retombées de ça avant 2030-2040. Or, il faut agir là, entre 2020 et 2030. Et donc, ça veut dire travailler sur d'autres thématiques qui sont déjà clairement indiquées, qui sont l'isolation des bâtiments, qui sont des trucs hyper concrets, quoi. Mais il faut injecter de l'argent sur ces recherches-là, où on sait qu'elles vont avoir un impact. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas fait ? Après, j'imagine qu'il y a toute une salade. C'est un peu le goût pour le solutionnisme, la solution miracle. Ouais. On attend ça, quelque chose qui va nous sauver, une solution unique pour la Terre entière. C'est un peu aussi le fantasme du progrès. Et on pourrait très bien, on pourrait très bien imaginer que la recherche, elle s'oriente davantage sur des solutions de sobriété. Du coup, en fait, je parlais de l'isolation des maisons, donc on y est plus ou moins. Mais là, ce rapport-là, il dit que niveau l'isolation des maisons, on n'est pas du tout au niveau. On n'est pas du tout au niveau des objectifs et de ce qu'on veut faire. Donc, c'est juste une choix. Mais en même temps, quand on a un politique qui dit que soit on est pour le progrès, soit on revient à la lampe à huile, bon. Peur du retour en arrière. Il nous reste 15 minutes. Je vais commencer un premier tour de parole pour les questions, puisqu'on ait le temps un peu. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui se balade ici ou pas ? Non, il n'y a pas ça. Donc, je vous propose... Il n'y a pas de micro qui se lève. Il n'y a pas de micro. Ok. D'accord, okay, non, c'est pour savoir. Allez-y au fond, levez-vous, et puis parlez... ou alors, venez ici ou parlez... La science n'est pas neutre. En fait, on voit que la science, un peu comme dans notre domaine, il y a des théories qui sont reconnues, qui sont admises. Et en fait, ça prend énormément de temps. Si quelqu'un va à l'encontre de ces théories, au début, on va le mettre en doute, quoi. La science elle-même, à la base, n'est pas tellement neutre, quoi, je trouve. Moi, j'aime bien un historien de sciences qui s'appelle Paul Feyerabend, qui a écrit un livre contre la coercion méthodologique, gegen den Methodenzwang en allemand. Et il a décrit les mécanismes au sein des universités qui amènent à ce que vous décrivez. Et comme écrivaine, je crois que c'est intéressant que Feyerabend, il met assez d'importance sur l'art, par exemple, ou des autres réseaux sociaux dans la société, où il y a une sorte de recherche ou de réflexion, de pensée. Et je crois que... oui, on le voit ici dans ce festival qu'il y a des discussions importantes dans des autres parties de la société qui peut avancer des autres idées. Mais c'est très important qu'au sein des universités, il n'y a pas cette cloîture, cet dogmatisme des instituts qui pétrifient certaines théories. En même temps, je me méfie d'un rejet général de la recherche scientifique universitaire, parce que quand même,
c'est ce qu'on a et on doit travailler avec ces données, quoi. Dans mon livre, j'ai parlé je fais rencontrer donc mon héroïne 5 femmes scientifiques qui ont toutes en fait chamboulé des paradigmes donc scientifiques qui étaient à leur époque comme gravés dans le marbre. Par exemple, Barbara McClintock dans les années 50 qui défie un peu l'idée que les gènes étaient statiques et ne bougeait pas durant toute la vie d'un être vivant. Elle arrive avec donc ces transposons qui sont des brins d'ADN qui sont mobiles dans le génome et donc qui font que chaque cellule en fait est différente génétiquement en fait, et qui change constamment. Donc c'était vraiment l'opposé du paradigme génétique de l'époque, des lois de la génétique qui n'étaient pas du tout jamais mises en doute, et elle a été complètement étouffée, quoi, sa théorie. Et 30 ans après, finalement, elle a reçu le prix Nobel en son nom propre. Donc c'était la première femme en son nom propre, parce qu'il y avait eu Marie Curie, mais avec son mari et un autre gars. Et donc Barbara McClintock, finalement, a été reconnue et encensée, mais un peu trop tard. Bon, bref, mais en tout cas, elle et les autres ont un peu mis des coups de pied dans la fourmilière des sciences, on va dire, mais ça a été difficile de se faire entendre, parce qu'en effet, ça n'arrangeait pas le reste de leurs collègues. Il a fallu pas mal d'autres études qui confirmaient leur dire pour enfin être entendus, quoi. Donc en effet, le monde scientifique n'est pas neutre, et c'est un gros problème. Alors que pourtant, le principe même de la démarche scientifique, c'est de pouvoir être remise en question à n'importe quel moment, quoi. Jusqu'à preuve du contraire, normalement, Ouais. On peut proposer des choses. Je vais aller du fond vers le devant, ça vous dérange. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au fait qu'on a un prisme sur lequel on se focalise. Et le problème aussi, c'est qu'en recherche, si on a quelque chose c'est pas seulement si on n'a pas quelque chose qui va à l'encontre du dogme, mais même si on ne trouve pas de résultats, on ne peut pas les valoriser. Donc à partir du moment-là, on met à la poubelle une énorme partie du travail, alors que ce qui ne donne pas de résultat n'est pas faux ou n'a pas de valeur. En fait, c'est juste que moi je viens du milieu de la biologie, tout doit être vu selon un certain prisme et dans certaines conditions. Donc la recherche de la vérité, en fait, ça n'a pas vraiment de sens quelque part. Et moi, je pense qu'au lieu de se poser la question s'il faudrait aller vers l'objectivité, en fait, il faudrait plutôt essayer de comprendre pourquoi pourquoi on ne peut pas vraiment être objectif. Et par exemple, pendant le Covid, il y a eu on ne savait pas trop ce qui se passait, les différents médecins ont donné des avis parfois contradictoires. Donc le public, qu'est-ce qu'il entend? C'est ils ne savent pas ce qu'ils font, ou c'est des pharmaceutiques qui les contrôlent, ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, la contradiction, c'est... Quand on fait la littérature, il y a des milliers d'articles qui vont dans des sens opposés, et c'est plutôt, faut essayer d'éduquer le public à comprendre que il n'y a pas du vrai ou du faux, il n'y a pas forcément des gens qui sont de mauvaise intention, ou qui se sont trompés, ou qui ont été manipulés. Il y a juste que ce qui est vrai peut être vrai dans un tout petit set de conditions. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais en tout cas en biologie, on va travailler sur un certain type de cellulaire ou sur un certain modèle animal, dans certaines conditions, et il y a énormément de choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc on peut avoir des résultats qui vont dans un sens ou dans un autre, et c'est vrai. Donc il faut peut-être plus faire comprendre aux gens que il ne faut pas avoir une quête d'absolu en science. Je ne sais pas si je suis très claire. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'était au tout début, vous parliez aussi de l'absence de résultats. Et quand on est en thèse, la première chose qu'on nous dit, c'est pas avoir de résultats, c'est aussi un résultat. Mais le fait est qu'à la fin, on ne soutient pas sa thèse si on n'a pas de résultat, quoi. Et à ça s'ajoute, pour moi, le fonctionnement de la notation des chercheurs qui passe par les publications. Et en fait, il faut publier pour avoir
pour avoir un poste, pour du coup décrocher des financements, en fait, et tout est basé là-dessus. Et du coup, on a une course aux publications qui se met en place aussi et qui est hyper délétère parce que derrière, en plus, alors en plus même, ça alimente tout le système des publications scientifiques avec des éditeurs à n'en plus finir, mais même sur la manière de rechercher. Moi, j'ai du coup vu des chercheurs qui travaillaient leur système leur projet de recherche en se disant, soit en se disant, bah voilà, là, objectif 40 articles sur ce projet de recherche. On dit, mais 40 articles, enfin, c'est aberrant même de le penser comme ça. Ou alors qui découpaient qui disaient, là, on pourrait avoir un bon article si on pousse un peu, mais on va le publier en 3 fois, ça fera 3 articles. Et en fait, non, mais et du coup, on en est à ce niveau-là. Et du coup, je trouve que ça casse en plus complètement cet esprit de recherche scientifique qui voudrait en plus plutôt l'idée des temps longs. Et en plus de ça, clairement, c'est pas possible, on n'a pas le temps, quoi. On nous presse à publier et tout, donc on est à côté de la plaque sur tout un tas de sujets et ça aide pas à laisser des opinions différentes s'exprimer, c'est clair. Moi, je suis formatrice et intervenante en éducation média et information. Et malheureusement, je vais toucher des espoirs. C'est que croire qu'on peut enseigner l'esprit critique comme une matière à part entière, ça relève un peu du solutionnisme aussi. Alors, certes, notre ministre, le ministre de l'Éducation nationale, au moment de la semaine de la presse, donc il y a 15 jours à peu près, a dit oui, tous les élèves devraient avoir une séance par année d'éducation à l'esprit critique. Or, il y a beaucoup de chercheurs, dont Anne Cordier, donc, qui est chercheuse en information et en sciences de l'information et de la communication, avec une spécialité sur l'éducation aux médias et l'information, qui dit en fait non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'aucun savoir ne peut se construire ex nihilo sans s'adosser à une matière, sans s'adosser à une expérience, etc. En maths, si on apprend des formules sans apprendre des cas d'application, on ne les retient pas, parce que ça ne fait pas sens. Pour les méthodologies liées au doute, à l'esprit critique, au fait à un moment donné d'acquérir une certaine aisance dans le fait que non, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout maîtriser, et il va falloir apprendre à être serein et sereine avec le doute en permanence, ça c'est quelque chose qui se construit de façon transversale à travers toutes les matières, toute l'année, etc. Et ça, en fait, c'est depuis les années 60-70, c'est normalement le credo de l'école publique. De dire qu'à un moment donné, c'est de former des citoyens émancipés, non pas juste des consommateurs, jusqu'à récemment. Cet objectif ne s'atteint que si on a les conditions d'enseignement réunies pour que les élèves puissent acquérir vraiment ces fondamentaux et construire une réflexion personnelle. Donc en fait, faire des effets d'annonce, on va éduquer à l'esprit critique, sans donner aux enseignants les moyens d'enseigner, et notamment des effectifs réduits, on reste dans l'effet d'annonce. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante et je voudrais bien le lier avec ce que vous allez dire parce que moi, dans mon expérience qui est suisse, pas française, je crois qu'il y a une éducation du pensée servile dans les écoles qui est liée à cette idée du scientifique omniscient. Parce que chez nous, par exemple, 70% ne vont pas à l'université, ils font un apprentissage et tout ça, ce qui était très bien. Mais à l'école, on apprend, oui, il y a une séparation entre ceux qui vont à l'université, que sont les intelligents, les scientifiques, et les autres. Et aux autres, on inculque quand même cette idée d'une science qui est beaucoup meilleure que ce que puisse penser. Alors, après, il y a cette déception. Alors, oui, mais vous m'avez dit que ils sont les super intellos, les super intelligentes, et même, ils n'arrivent pas à être sûrs alors, il y a cette tension et je crois qu'il y a une forte tension sociale dans cette question. Et c'est très, très important de travailler là-dessus. Je rebondis
Ouais, sur l'esprit critique, je suis le dernier chaînon du... Je suis l'enseignante, en classe. Et donc, c'est très lent, mais on est en train de s'emparer de ces questions-là quand même. On n'enseigne plus que quand j'étais déjà à l'école, par exemple. Et on essaye d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on fait telle formule mathématique, pourquoi est-ce qu'en sciences, on donne pas les choses. Oui, le soleil tourne, enfin la Terre tourne au-dessus du soleil. On le dit plus comme ça, on essaie d'expliquer pourquoi. C'est très long, très lent. Mais c'est vrai qu'on essaye de le faire, et notamment avec l'éducation aux médias. Mais alors ça, c'est très compliqué. J'ai 30 ans, je suis déjà un peu dépassée par les réseaux sociaux, tout ça. On sait par où sont véhiculées toutes ces fake news. Donc on essaye, promis, mais ça prend pas mal de temps. Et je voulais rebondir un peu sur le covido-scepticisme, climato-scepticisme. Je pense qu'on en a tous eu un peu dans nos cercles qui se sont révélés. Et quand on discute avec eux, je crois qu'ils sont foncièrement pas tout à fait... ils sont terrifiés en fait. C'est une terreur énorme, je trouve, qu'ils ont en eux. Et ils ont besoin d'un coupable. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est coupable. Et je pense que c'est plus facile de croire que c'est un grand complot plutôt qu'en fait c'est bientôt la fin du monde et en fait on va tous y passer. C'est trop terrifiant de croire ce genre de choses, c'est plus facile de croire... Et comme en plus on est abreuvé de dystopie, on a quand même, on est inondé de tout ça, de ces films catastrophes. Je me dis peut-être que la réponse à ça, c'est peut-être l'utopie en fait. Ouais, quels sont les changements désirables, les futurs en fait à réenchanter, à réimaginer, pour plutôt croire ça, plutôt que de croire au grand complot qui permet de masquer la forêt en fait, la terreur en fait, qu'il y a quoi. Lisez Becky Chambers si vous ne l'avez pas fait pour la science-fiction positive. Becky Chambers, c'est vraiment quelqu'un à lire. Non, mais même au-delà, il y a effectivement pas mal de scientifiques qui disent tout à fait ça, c'est-à-dire que une des solutions à cette espèce de nihilisme ambiant, c'est en fait de se donner envie de réenchanter le futur et de se dire que en fait qu'on peut changer les choses et qu'on doit changer les choses et qu'on commence à changer les choses. Il y a plein de petites initiatives, de trucs comme ça, mais il faut pousser en fait. Et de toute façon, on n'a pas tellement des millions de leviers non plus, à titre individuel et citoyen. Enfin, on nous demande de voter une fois tous les 5 ans, et puis ensuite on nous demande de nous taire. Mais ça, c'est des choses qui peuvent évoluer aussi, qui peuvent changer. Et les contestations sociales, pour moi, c'est simplement une preuve que, en fait, la population, elle est juste complètement politisée. Elle sait très bien ce qui se passe, et tout comme elle est consciente qu'il y a d'autres possibles et qui sont désirables, quoi. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut appuyer, quoi. Moi, je me demandais pourquoi, sur l'enfouissement des déchets nucléaires, pourquoi on les enfouit, les déchets? Parce qu'ils sont radioactifs, donc ils peuvent servir. C'est quoi le problème de l'enfouissement des déchets nucléaires? Oui, c'est très long. Une longue question. Oui, pour les utiliser, on n'a pas développé des technologies pour les utiliser comme matériaux d'énergie. Ça coûterait beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent de le faire. Et à ce moment, c'est le plus sûr, dit l'ANDRA en France par exemple, est de l'enfouir. On est sûr de ça? Oui, moi après, ici j'ai un scénario où les déchets ne sont pas encore enfouis. Et une guerre... Pardon, c'est un peu dystopique. Une guerre mondiale se déroule là-bas. Et après, j'ai écrit ça en 2020. Et alors, je ne pourrais pas, dans mes tournées de lecture en Allemagne, lire ce chapitre parce que la guerre en Ukraine a attrapé ça. Ce qu'on voit à Zaporizhia maintenant, ces déchets qui sont stockés sur la terre. C'est énormément dangereux dans le cas d'une attaque ou tout ça. Alors moi, personnellement, je suis pas contre l'enfouissement parce que je crois que à ce moment, c'est la méthode la plus sûre. Mais peut-être on va développer des autres méthodes et pour ça...
je serais en faveur d'avoir des installations qui permettraient aux générations futures de reprendre ces matériaux. Mais dans mon livre, je ne fais pas un plaidoyer pour ou contre. Je suis surtout dans la recherche d'un quotidien qui permet de rêver du futur aussi, ou d'avoir un peu un moment d'utopie dans le présent. Parce que je ne crois pas aux utopies jetées très loin à l'avenir. On doit sentir quelque chose de l'utopique au présent. J'ai l'impression aussi que l'un des problèmes qu'on peut avoir avec l'objectivité et tout ça, c'est que tout le monde va prendre les mêmes critères d'objectivité, qui n'existent pas donc, et en fait tout le monde va avoir le même point de vue, donc ça fait que tout le monde va utiliser les mêmes biais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que en fait, au lieu d'avoir un point de vue objectif, on va avoir un point de vue qu'on dit pseudo-objectif, on va avoir que celui-là. Du coup, les interprétations des résultats vont être faites de la même manière. Donc j'ai l'impression que ce qu'il faudrait, c'est pas essayer d'avoir un point de vue objectif, mais plutôt d'avoir plein de points de vue différents. Et on voit par exemple dans les publications, donc comme tu disais, c'est le bazar, franchement les publics, on dirait que c'est une bibliothèque mal rangée, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent sur des choses, des gens qui travaillent sur une autre, et quand on fait... les milieux sont très très cloisonnés, on va dire, je dirais ça comme ça. Et des fois, quand on va changer de publication dans un autre domaine, on va se dire, mince, c'est le truc que je voulais faire, et il y a des gens qui travaillent sur les mêmes sujets et qui ont une interprétation qui pourrait beaucoup matcher ensemble. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on est dans un milieu où on a le même point de vue, on va interpréter de la même manière, et on va pas avoir un regard différent, et on va passer à côté de beaucoup de choses parce qu'on n'a qu'une seule fenêtre, quoi. Alors que si tout était beaucoup plus... Je sais pas comment ça pourrait se faire dans les équipes scientifiques, il pourrait y avoir des gens de différents domaines, etc. J'ai l'impression que ce serait plus intéressant que d'essayer d'être objectif, d'avoir plein de points de vue. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Moi, ça me fait penser à une autre phrase de Nietzsche, j'insiste, où il dit il n'y a pas de connaissance, il n'y a que des interprétations. Et en fait, pour moi, ça fait vraiment écho à cette parole. Mais de la même manière, je ne sais pas trop comment la traduire en pratique. Et effectivement, parce qu'en fait, alors de son point de vue, lui, il dit que, en gros, il y a la science, c'est une interprétation du monde qu'on voit, c'est pas forcément la seule. Elle a une certaine fiabilité de par la manière dont elle est construite et tout ça, mais il ferme pas la possibilité qu'il y ait d'autres interprétations et qu'en fait, la manière dont nous on voit et on conçoit le monde, c'est la somme de toutes ces interprétations. Et c'est vers ça qu'on doit tendre. Et je trouve que c'est assez vrai, assez pertinent, mais bon, on est sur un plan quand même très philosophique et en pratique, je suis complètement d'accord avec cette idée, mais je ne saurais pas trop comment l'amener non plus, quoi. C'est pas justement de travailler en équipe pluridisciplinaire et arrêter d'être cloisé dans les disciplines, mais faire davantage communiquer, par exemple, les mathématiques avec les sciences humaines, avec la physique, avec la neurobio, etc. Et justement de sortir d'un cloisonnement disciplinaire qui a son sens, parce qu'on ne peut pas s'éparpiller en permanence, mais si on reste dans un cloisonnement disciplinaire, on loupe forcément beaucoup de choses, en fait. Oui, la même question que pour l'éducation média et l'information, finalement. Hein. C'est ça, mais les chercheurs et les chercheuses sont tellement dans leur domaine, et c'est tellement prenant, et c'est vraiment chronophage et tout, que ça leur rajoute... Enfin, c'est dur d'aller vers l'interdisciplinarité, il y en a de plus en plus qui le font, mais ça rajoute vraiment beaucoup de travail, en fait, ou de bénévolat, la plupart du temps, souvent. Donc on peut les comprendre aussi, et c'est très dur, avec cette pensée en silo, de sortir des chemins battus, puis avec tous nos biais humains qui font que, voilà, on reste sur quelque chose d'un peu automatique et plus simple pour notre vie au quotidien aussi. Ouais, en ouverture des intergalactiques, donc c'était vendredi soir sur la première présentation, justement on évoquait déjà ces scientifiques qui vont dans leurs recherches et qui sont à fond sur des détails et des petits points, et comme ça ils partent dans des tunnels, et chacun part dans un tunnel, et je sais plus qui prenait l'image du gâteau avec des raisins et puis que tous les raisins s'écartent, et pour une petite métaphore culinaire. Mais du coup, c'est d'autant plus difficile de créer des passerelles. Parce que tous ces domaines devenant hyper précis, et alors moi je sais que
par exemple, il y a 10 ans, moi, quand je faisais ma thèse, il y a des équipes qui travaillaient sur la glaciologie, sur le fonctionnement des calottes polaires, d'autres qui travaillaient sur l'océan, le fonctionnement des océans, les courants marins. Et en fait, là, le GIEC s'est rendu compte qu'il y avait qu'il manquait un truc, qu'il manquait l'interaction, on n'arrivait pas à la représenter. Donc du coup, on a commencé à faire discuter les communautés glaciologues et d'océanologues, et ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps parce que, sur des points de vue très pratiques, les modèles sont différents, la bibliographie, il faut entièrement la refaire, il faut se pencher sur différentes échelles de temps, et du coup, ça prend des années, et là, maintenant, 10 ans après, on commence vraiment à avoir des modèles qui sont, par exemple, capables de représenter les interactions glace-océan, et du coup, sur des domaines qui sont finalement assez proches, on est sur des sciences naturelles, mais si en plus, du coup, on veut lier ça aux sciences sociales et à l'humain, c'est sûr que c'est une charge de travail qui est énorme, quoi. Donc, et qui prend du temps. Et du financement. Ouais, aussi. Ouais. On y revient au pognon. Hein. Il nous reste encore 5 minutes. S'il y a une dernière question. Non ? Peut-être je peux donner un exemple aussi. Dans ce travail, moi, je me suis donné l'ambition de revisiter mon physique de bac. Alors, de le réapprendre. Et je me suis aperçue que même une onde de lumière, je ne peux pas vraiment m'imaginer qu'est-ce que c'est. Parce que c'est un particule sans masse. Dans ma langue du quotidien, c'est un paradoxe. S'il y a une masse, oui, alors, vous me comprenez. Alors, j'ai demandé à un ami qui est physiciste, et j'ai demandé une masse sans particule, une particule sans masse, comment tu t'imagines? Il m'a dit, je ne m'imagine pas, je calcule. Alors, et c'est très bien. Je lui ai salué, mais pour un discours démocratique, exactement, ça pose une difficulté. Si on ne peut pas calculer ça, et pas tout le monde peut, et là, j'ai vu un défi pour la littérature. Trouver une langue qui approche un peu cet univers des ondes, par exemple, des ondes de lumière, de radioactivité, et pas avec un but politique très étroit, mais pour ouvrir un imaginaire qui pourrait rapprocher, pourrait faire possible ce dialogue. Mais c'est pas du tout facile. Bon, en effet, je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'il est 2 minutes près l'heure. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je vous remercie aussi pour ces questions. Merci. Merci, c'est à vous. Merci. Et vous pouvez retrouver les auteurs en rencontre et en